Maintenant que nous avons défini où se trouvaient les Chinois, il va falloir nous pencher sur la difficile question de qui sont les Chinois. La République populaire de Chine se compose officiellement de 56 ethnies, l'ethnie majoritaire, celle des Han, et 55 autres ethnies ou nations minoritaires. Les Han représentent en Chine environ 92% de la population. Les principales autres ethnies en population sont les Zhuang, les Mandchous, les Hui, les Miaos et les Ouïghours. Lors de la révolution chinoise de 1911 qui renversa les Qing, la République de Chine adopte le drapeau à 5 couleurs, dit des 5 peuples assemblés. Chaque bande de couleurs représentait une ethnie du peuple chinois, les Han en rouge, les Mandchous en jaune, les Mongols en bleu, les Hui en blanc et les Tibétains en noir. Parmi les ethnies reconnues en Chine, on peut citer aussi les Coréens, les Russes, les Kazakhs, les Ouzbeks ou les Tatars. Parmi les 55 ethnies minoritaires, on recense 53 langues propres et différentes et 27 systèmes d'écriture. En Chine, la carte d'identité comporte l'ethnie de son détenteur. Le gouvernement chinois a imposé cela afin d'appliquer une discrimination positive pour soutenir et protéger la culture et la langue des peuples non-Han. La Chine se définit elle-même comme un État multiethnique et applique une politique de préservation de cette diversité. Il existe par exemple des dérogations de non-limitation des naissances pour les ethnies minoritaires et des quotas d'admission dans les écoles et à certains postes de la fonction publique ou de l'armée sont réservés aux minorités. Ce principe est inscrit dans l'article 4 de la Constitution de 1978. Toute discrimination et oppression à l'égard d'une nationalité et tout acte visant à saper l'union des nationalités sont interdits. Le chauvinisme de grande nationalité et le chauvinisme local sont à combattre. Toutes les nationalités jouissent de la liberté d'utiliser, de développer leur langue et leurs écritures, de conserver ou de réformer leurs usages et coutumes. L'autonomie régionale est appliquée là où les minorités nationales vivent en groupes compacts. Toutes les régions autonomes sont partie inséparable de la République populaire de Chine. On remarque que dans ce passage, c'est le terme nationalité qui est utilisé. En Chine, ce terme est à prendre au sens d'ethnie selon le droit du sang et non de citoyenneté selon le droit du sol. Ici, nationalité veut donc dire ethnie définie par une histoire, une culture, une langue, une religion, des traditions spécifiques et une filiation. Chaque Chinois possédant certains liens de filiation avec une minorité peut faire la demande pour être reconnu en tant que tel. Au-delà de l'aspect culturel, cela permet à certains d'occuper des postes qu'ils convoitent du fait des places réservées par les quotas de minorité, ou de contourner la rigueur de la politique nataliste du gouvernement. Cependant, il serait trompeur de penser que le gouvernement laisse chaque nationalité libre de faire ce qu'elle veut. Dans les années 1950, des politiques ont été menées pour faire disparaître certaines coutumes ou fêtes religieuses des ethnies minoritaires. Les religions sont très encadrées en Chine. L'État chinois refuse toute forme de séparatisme. À partir de 1966, la révolution culturelle va stopper toute tolérance à l'encontre des minorités et promouvoir le chauvinisme Han, afin de ne pas freiner le progrès de la nation chinoise par des divisions ethniques. On tenta par exemple d'imposer aux Ouïghours d'utiliser les écritures alphabétiques latines, sans succès. Plusieurs mosquées furent fermées, des temples furent pillés et détruits, les monastères bouddhistes transformés en écoles. Cela changea en 1978, comme nous l'avons vu précédemment, avec l'article 4 de la Constitution qui condamne le chauvinisme Han. Cependant, les revendications indépendantistes ne disparaissent pas. C'est toujours le cas au Tibet, mais aussi dans le Xinjiang, province des Ouïghours musulmans, ou en Mongolie intérieure. Une fois ce rapide portrait dressé, on comprend que la population chinoise est très riche et possède une multitude de cultures différentes en son sein. On pourrait la trouver relativement uniforme, puisque finalement toutes les minorités rassemblées ne représentent que 8% de la population. Mais penser que les 92% de Han forment une nation parfaitement homogène est aussi une erreur. Au sein d'une même ethnie, on peut trouver des différences culturelles et linguistiques importantes. Le mandarin du nord-ouest diffère du mandarin du nord-est, lui-même différent du dialecte shanghaïen, lui-même différent du cantonais. On s'en rend compte à l'évidence, la nation chinoise est multiethnique et d'importantes différences culturelles et linguistiques la traversent. On pourrait comparer la Chine à la France pré-révolution, où différents dialectes étaient parlés et où l'on ne se comprenait pas forcément au sein du même pays. Cependant, la volonté d'uniformisation du gouvernement chinois est forte et le séparatisme est combattu sans état d'âme. Aujourd'hui, on peut se faire comprendre de chaque Chinois en parlant le mandarin, même si des différences persistent à l'échelle locale. Nous avons dressé le portrait physique de la Chine, mais si on veut comprendre son essence, il faut aller plus loin et dresser son portrait psychique et spirituel.
Cette partie n'a pas vocation à être détaillée dans cette vidéo, tant il y a matière à dire, mais on peut tenter de dresser sommairement et d'expliquer brièvement les spécificités de l'âme chinoise, dans ses caractéristiques propres et dans ce qu'elle peut avoir de différent avec l'esprit occidental. Comme nous l'avons vu précédemment, les Chinois ont été confrontés aux caprices de la nature. La vision du rapport homme-nature chinoise est différente de la vision occidentale. La vision occidentale est anthropocentriste. L'humain est séparé de la nature, différent d'elle, il est rationnel et libre de construire son destin. Il est alors en droit de dominer la nature, de s'en servir comme un propriétaire, sans donner à la nature un caractère sacré. Pour les Chinois, l'homme est en symbiose et en dépendance mutuelle avec la nature. Il n'est pas hors nature mais appartient à un tout. Comme d'autres civilisations, le peuple chinois s'est placé au centre du monde. En mandarin, la Chine se dit Zhongguo, ce qui signifie littéralement le pays du milieu. Avant que la Chine n'adopte le modèle westphalien, qui reconnaît la souveraineté exclusive d'un État sur son propre territoire et qui aspire à un équilibre des puissances relatifs entre les différentes nations, son modèle était sino-centré. La Chine et l'empereur ne se plaçaient pas dans une relation d'égal à égal avec les autres peuples. La nation chinoise se voyait comme étant la nation la plus avancée, à juste titre durant une certaine période, et les nations extérieures étaient perçues comme étant plus ou moins civilisées. La Chine entretenait d'ailleurs des relations suzerain-vassales avec ces autres nations, qui devaient envoyer des tribus à l'empereur chinois, bien que le Japon à une certaine époque se soit affranchi de ce fonctionnement en se considérant l'égal de la Chine. Ainsi au centre de ce système sinocentrique se trouvait l'empereur, fils du ciel. Contrairement aux relations internationales modernes, l'empereur de Chine n'était pas considéré en Extrême-Orient comme étant simplement le chef d'un État parmi d'autres, mais comme le seul et unique chef suprême de l'ensemble du monde civilisé. Son pouvoir s'étendait sur tout ce qui se trouvait en dessous des cieux. La vision sino-centrée du monde peut être perçue comme une succession de cercles concentriques, chacun représentant une frontière physique ou abstraite. Plus on s'éloigne du centre, plus on s'éloigne de la civilisation. Ainsi la frontière suivante est celle des murailles de la cité interdite, ou de la cour de l'empereur. On y trouve à l'extérieur le Heartland, le cœur du pays, qui correspond au territoire occupé par la nation Han. Bien sûr, cette zone n'est pas statique et a évolué au fil du temps. Initialement, on considérait que le berceau de la Chine était le Zhongyuan, la plaine centrale située au nord de la Chine actuelle, sur les rives du fleuve Jaune. Puis, au fil des expansions, cette aire géographique s'est étendue. Celle-ci est séparée des peuples tributaires par une frontière physique qui se découpe en 3 parties. Au nord, cette frontière a été construite par les hommes, c'est la fameuse Grande Muraille de Chine. Au sud-ouest, la frontière est naturelle et assurée par les immenses et infranchissables chaînes de montagnes comme l'Himalaya et qui assurent la séparation du monde chinois et du monde hindou. Enfin, au sud-est, le rempart est encore une fois naturel, il s'agit de l'océan. À l'extérieur de cette enceinte, on trouve les peuples tributaires. Ce sont les nations qui n'ont pas atteint le niveau de civilisation chinoise et qui doivent reconnaître l'empereur comme étant le souverain suprême de toute chose se trouvant sous le ciel. Parmi ces peuples tributaires, on peut citer le Japon, la Corée, le Vietnam ou la Mongolie. Et enfin, au-delà encore de ces nations tributaires, se trouvait le monde barbare et non civilisé. Intéressons-nous maintenant à l'intérieur de la société chinoise. Les Chinois sont soumis à une contrainte déterminante depuis des millénaires. Leur population nombreuse et leur concentration sur des terres arables peu disponibles les a habitués à vivre dans une proximité importante. Dans les villages de paysans, on vit avec plusieurs générations sous le même toit, si bien que l'unité de base de la société est la famille et non l'individu. Les paysans chinois n'ont pas le luxe de la place, à l'inverse des paysans américains par exemple. Maintenir leur mode de vie civilisé avec de telles concentrations de population a impliqué que les institutions sociales soient fortes et qu'elles inclinent les populations à se comporter en suivant un schéma enraciné profondément dans les traditions. La famille chinoise était formée sur un schéma patriarcal. Le père détenait l'autorité et les pouvoirs. La piété filiale et l'obéissance étaient inculquées aux fils et les préparaient à l'exercice de la loyauté envers l'État. Le père gérait les propriétés, l'argent et les mariages de ses enfants. La loi l'autorisait même à vendre ou à exécuter ses enfants en cas de déviance de comportement. Le statut inférieur de la femme a été théorisé par de nombreux moralistes chinois et justifié par leur vision du monde, produit de l'interaction de 2 éléments complémentaires, le yin et le yang. Le yin féminin est complémentaire du yang masculin, mais il est passif, ce qui explique l'attitude soumise dont devait faire preuve la femme. Au sein de la société chinoise,
les relations se structurent autour de l'opposition entre le nei, l'intérieur, et le wei, l'extérieur. On pourrait refaire un schéma similaire au précédent par cercle concentrique. 3 types de relations dominent. Les relations de sang, où tout est commun et où l'on partage tout. Le réseau, ou le guanxi. Il se constitue des personnes avec lesquelles on peut partager une identification commune, que ce soit une localité, un dialecte, un travail, une association, etc. Le guanxi possède plusieurs caractéristiques majeures. Il est transférable. Une personne qui est en relation avec 2 personnes pourra introduire l'une à l'autre. Ainsi, pour atteindre quelqu'un situé dans la 3e zone des relations, celle des parfaits inconnus, il faut passer par le guanxi. Il est réciproque. Une personne qui refuse de retourner la faveur pour un service rendu va perdre la face et être considérée comme indigne de confiance. Il est plus utile qu'émotionnel. Il s'inscrit dans la durée et il est détenu par une personne, pas par une entité. Bien que cette personne puisse utiliser son guanxi pour le mettre au service d'une entreprise, par exemple. Cette notion de réseau existe aussi dans les autres sociétés, mais on peut distinguer quelques subtilités qui sont le propre de la culture chinoise. Par exemple, contrairement au réseau occidental qui vient du monde des affaires, le guanxi est solidement ancré dans la culture chinoise. Par exemple, en France, il peut être mal vu de faire appel à ses relations ou de se faire pistonner. En Chine, il n'y a rien de choquant. De plus, les Chinois ne font pas de distinction entre le milieu des affaires et les relations personnelles, séparation que l'on voit nettement en Occident par exemple. Dans le guanxi chinois, des relations personnelles doivent être tissées dans un premier temps avant de faire des affaires. Dans le réseau occidental, les affaires se font en premier lieu et des relations personnelles peuvent en découler par la suite. Enfin, généralement, le guanxi est une orientation à long terme, alors que la relation du réseau occidental peut être ponctuelle. Enfin, on trouve les relations blanches, où l'on n'est rien pour l'autre. À cela s'ajoutent 2 notions qui, en Chine, fondent le lien social, la confiance, Xingyong, et la face, Mianzi. Voyons à présent rapidement les différentes mouvances spirituelles chinoises qui, loin de s'exclure, se combinent pour répondre à des besoins différents de l'homme. La pensée et la spiritualité chinoise se composent de 3 courants majeurs. Les 2 plus anciens apparaissent vers le 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont le taoïsme, inspiré de Lao Tzu, et le confucianisme, doctrine érigée en doctrine d'État sous la dynastie Han et inspirée de Confucius. Le 3e pilier est le bouddhisme, importé en Chine bien plus tard, vers les 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Le confucianisme est une philosophie proposant une société patriarcale tournée vers les traditions. L'homme est un être essentiellement social, qui doit occuper une place précise respectant une certaine hiérarchie structurée par les âges et les sexes. La société doit être dévouée au prince, qui lui-même doit faire preuve de bonté et de sagesse. L'éducation, les lois et les règles morales sont à la base de la vertu du peuple. Le confucianisme a été un élément structurant de la construction étatique et fut une réponse adaptée aux conditions particulières de la société chinoise que nous avons vues précédemment, de fortes densités de peuplement, des logiques productives à haut rendement et des aménagements collectifs de grande envergure. Au fil du temps, le confucianisme se divisa en 2 voies, la voie idéaliste incarnée par Mencius, qui pense l'homme initialement bon, et la voie réaliste, qui le pense initialement mauvais, si on simplifie à l'extrême. Le confucianisme fut temporairement remis en cause par les communistes, puis progressivement revalorisé par eux. L'essor économique des pays asiatiques a pu ainsi faire naître le discours moderne de la supériorité des nations confucéennes et proposer les valeurs asiatiques en alternative aux valeurs occidentales dominantes. Le taoïsme, pensé par Lao Tzu et un peu plus tard par Zhuangzi, offre une interprétation du monde. Il privilégie le non-agir pour suivre la voie, le Tao, combinaison dynamique de forces sombres, yin et claires, yang. Par conséquent, l'homme doit chercher à vivre en harmonie avec le Tao et doit adopter une morale de l'inaction car la nature est bonne. Il met l'accent sur les méthodes destinées à prolonger et améliorer la vie dans l'espoir de l'immortalité. Enfin, le bouddhisme, perçu difficilement à ses débuts, a pu s'agréger à la pensée chinoise en se sinisant. Le bouddhisme perçoit le monde comme une source de souffrance dont il faut se défaire par la prière et la méditation. Nous venons de dresser très sommairement le portrait physique et moral de la Chine. Ces caractéristiques spécifiques sont la base pour tenter de comprendre l'histoire chinoise et les chemins que le peuple chinois a pu prendre. Cependant, face à la complexité du monde et des relations inter- et intranationales, les principes dénoncés dans cette vidéo ne doivent pas être pris pour des dogmes, solides et immuables, mais plutôt comme des tendances générales, variantes et changeantes,
qui ne représente pas une vérité pour chaque individu, mais plutôt un moyen de comprendre la Chine globalement. N'oublions pas non plus que la modernité se confronte à ses valeurs anciennes, et que les défis de notre époque sont nouveaux et font s'interroger la société chinoise. Je vous demande donc de conserver toujours votre esprit critique et de ne pas prendre cette vidéo comme une vérité supérieure, mais plutôt comme le reflet de la compréhension que j'ai de la Chine à un instant donné suite à mes lectures, mes relations et mon vécu. C'est d'ailleurs toujours dans cette optique d'apprentissage et d'amélioration de ma compréhension que j'invite toutes les personnes chinoises ou d'origine chinoise qui souhaiteraient partager leur expérience avec moi sur leur vision de la Chine, leur perception de l'histoire chinoise ou tout simplement réfuter ou apporter des points supplémentaires, à entrer en contact avec moi par l'intermédiaire de mes réseaux sociaux ou de me contacter par mail. J'aimerais organiser des débats ou des partages d'expériences via Discord. Si vous n'êtes pas chinois mais que vous connaissez des Chinois, montrez-leur cette vidéo et dites-leur qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, me contacter. Je suis en train de monter un salon Discord que toute personne intéressée par la Chine pourra intégrer pour partager les informations, débattre et rencontrer d'autres personnes partageant le même centre d'intérêt. Je vous tiens au courant sur l'avancée de ce projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour augmenter sa visibilité et me permettre de toucher un large public. Abonnez-vous si ce contenu vous a plu, ou laissez-moi votre avis en commentaire.